La dissertation de philosophie est un exercice formidable, et malheureusement très mal compris. C'est un exercice formidable parce qu'il n'y a franchement aucune méthode plus efficace pour former un esprit à l'art rigoureux du raisonnement. Si vous voulez réussir vos dissertations, il faut déjà commencer par comprendre ça. Le but de la dissertation n'est aucunement de vous évaluer en vous imposant une épreuve difficile, une épreuve que vous vous empresserez d'oublier sitôt que vous en aurez fini avec vos études. Au contraire, la chose la plus importante que vous aurez apprise dans toute votre scolarité, c'est à concevoir et à rédiger des dissertations. Le reste, en comparaison, sera presque anecdotique. Le reste, c'est un savoir que vous êtes susceptible d'oublier à plus ou moins brève échéance, parce que vous ne serez peut-être pas amené à vous en servir dans votre poursuite d'études ou dans votre vie professionnelle. En revanche, savoir disserter, ça, c'est une compétence qui continuera de vous suivre tout au long de votre vie, parce qu'elle résume en elle les principaux savoir-faire qui caractérisent un esprit bien formé. L'art de se poser des questions, l'art d'interpréter, l'art de dialoguer, l'art d'analyser, l'art de discourir et celui de mettre en forme un raisonnement. Depuis 20 ans que j'enseigne la philosophie et que je corrige des copies, je crois avoir relativement bien saisi les raisons principales pour lesquelles les dissertations sont si souvent ratées. La principale d'entre elles, à mon avis, réside dans l'ignorance à peu près totale de ce à quoi une dissertation est supposée servir. Avant d'apprendre la méthode pour réussir ces dissertations, il faudrait déjà commencer par apprendre tout simplement ce que c'est qu'une dissertation. Un exercice dont on ne saisit pas l'intérêt peut difficilement être un exercice qu'on réussira brillamment. Si je vous fais travailler vos gammes au piano ou à la guitare, sans jamais vous expliquer à quoi servent ces répétitions inlassables, sans jamais vous montrer pourquoi faire ces gammes va vous permettre d'être un musicien accompli, vous finirez assez vite par trouver l'exercice rébarbatif et inutile. Rébarbatif parce que inutile. Je ne sais pas si vous pratiquez un instrument ou si vous pratiquez un sport, mais je suppose que la plupart d'entre vous comprendront de quoi je parle si j'affirme que ces pratiques comportent toutes un tas d'exercices plus ou moins contraignants et répétitifs qu'on accepte pourtant d'exécuter de bonne grâce parce qu'on a tout simplement très envie de devenir un habile pianiste, un bon guitariste, le roi du ballon rond ou que sais-je encore. Mais tout le monde n'a pas forcément envie et pas nécessairement besoin de devenir un bon musicien ou un grand sportif. En revanche, tout le monde a besoin, et j'imagine que tout le monde a très envie, de transformer son cerveau en une puissante machine de guerre. À moins que vous ne supposiez déjà que, sans effort et naturellement, vous êtes un penseur accompli, un cerveau aguerri, un petit génie tout droit sorti de la cuisse de Jupiter. Ça peut arriver. Descartes remarquait ironiquement au début du discours de la méthode que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, parce que visiblement personne ne se plaint jamais d'en manquer. C'est une remarque très juste. On est toujours prêt à se plaindre de n'avoir pas assez de muscles ou de n'avoir pas assez d'argent, mais quasiment jamais personne ne se plaint jamais de manquer d'intelligence. Dans ce domaine, tout le monde est relativement persuadé d'être bien loti et d'avoir été gâté par la nature. Ce n'est pas nécessairement faux, mais comme le remarque Descartes, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Même si vous vous sentez très intelligent, vous avez tout de même besoin, et peut-être d'ailleurs plus qu'un autre, d'apprendre à vous servir correctement de cette intelligence. Bref, s'il y a des gens qui sont disposés à soulever des poids tous les jours dans une salle de sport pour se faire des abdos et des biceps, je ne vois pas trop pourquoi nous serions récalcitrants à passer quelques heures de notre vie à muscler aussi notre matière grise. Bon, je sais, biologiquement ma métaphore est complètement stupide, mais vous avez compris l'idée. La dissertation, c'est l'exercice royal pour apprendre à votre intelligence à mettre en musique des idées. La maîtrise de la dissertation, c'est la seule manière vraiment efficace, redoutablement efficace, d'apprendre à son cerveau les gestes instinctifs d'une pensée rigoureuse qui doit tailler sa route à travers le maquis buissonnant et tortueux des mots de la langue ordinaire. Je sais qu'on pourrait m'objecter que la formation mathématique, et plus généralement la formation scientifique, vous aide déjà énormément à acquérir cette rigueur intellectuelle. Ça, c'est vrai, et je ne le nie pas du tout. Mais la rigueur mathématique s'appuie sur un langage qui est taillé exprès pour cet usage rigoureux. C'est un langage rigoureux, forgé pour déployer une pensée rigoureuse. Imaginez maintenant que vous ayez à faire preuve de rigueur en vous servant d'un langage qui est bourré de confusion et d'approximation.
C'est un peu comme d'apprendre à faire de l'escrime en se servant d'épées tordues et de masques aveuglants, ou c'est un peu comme d'apprendre à faire du vélo avec une roue voilée. C'est tellement délicat qu'on ne peut pas y parvenir sans une solide formation. Eh bien, la pièce maîtresse de cette formation intellectuelle, c'est la dissertation. Je ne sais pas si vous le savez, mais la dissertation, c'est un exercice qui remonte très loin. La dissertation est en fait l'héritière d'une pratique des universités médiévales qu'on appelait la disputatio, et qui était, on peut le dire, l'épreuve star de l'enseignement dialectique. Au Moyen-Âge, durant la grande période de la scolastique au XIIIe siècle, la disputatio donnait lieu à de grands affrontements publics, à des joutes solennelles qui étaient comparables à des grands tournois de chevaliers, au cours desquels les réputations intellectuelles se faisaient et se défaisaient autour du petit périmètre de la montagne Sainte-Geneviève. C'est à cet exercice redoutable et vénérable que vous avez eu la chance d'être initié en classe. Alors franchement, ne boudez pas votre plaisir. Si vous voulez commencer à faire des progrès en dissertation, vous devez tout de suite arrêter de croire que la dissertation vous oblige à faire des choses un peu bizarres que vous ne faites pas dans la vie de tous les jours. Des plans en 3 parties, des transitions, des citations d'auteurs, des problématiques, des introductions, des conclusions, ainsi de suite. Quand on entend parler les élèves, on a souvent l'impression que les règles de la dissertation sont pour eux des normes byzantines, des espèces de contraintes artificielles imposées par les professeurs, ou alors le vestige suranné d'une étiquette protocolaire qui n'a plus ni queue ni tête. Ça n'empêche pas que la plupart des étudiants se plient quand même gentiment à ce protocole. Ils font ce qu'on leur dit de faire, mais à peu près dans le même état d'esprit qu'un paysan de la campagne à qui on apprendrait les codes d'usage de la bonne société. Ils ne savent pas trop à quoi ça sert, mais puisqu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait s'y prendre, ils s'efforcent tant bien que mal de se plier au code. Le résultat est à peu près toujours le même. Ils produisent une dissertation qui a formellement et extérieurement l'aspect d'une dissertation, mais qui n'en est pas une. Leur devoir ressemble à un paysan endimanché qui porterait les vêtements d'un grand seigneur. Cette manière de voir les choses est vraiment catastrophique, parce qu'elle a réellement des effets qui sont catastrophiques. Au lieu d'être un formidable moyen d'apprendre à réfléchir correctement, ce qu'elle est supposée être, la dissertation est devenue très souvent un moyen d'apprendre à devenir complètement bête. Vous n'imaginez pas le nombre de sottises, de remarques incroyablement débiles qu'on peut trouver dans les dissertations des élèves et des étudiants. Enfin, si, vous pouvez l'imaginer, il vous suffit de lire les bêtisiers qui fleurissent chaque année sur la toile au moment de la correction des épreuves du baccalauréat. Ce qui est le plus hallucinant, c'est que ces énormités, on ne les trouve que dans les dissertations. Dans des conditions normales, en classe par exemple, ou dans la vie réelle, les auteurs de ces copies se montrent en général beaucoup plus sensés et beaucoup plus intelligents. Tout se passe comme si l'exercice de la dissertation avait eu pour seul impact de leur apprendre à faire semblant de réfléchir. Mais comme dans la vie réelle, ils ne peuvent pas se contenter de faire semblant de réfléchir, ils font naturellement un meilleur usage de leur cerveau lorsqu'ils ont par exemple à trouver un moyen efficace de convaincre leurs parents de leur donner de l'argent que lorsqu'ils ont à produire une argumentation dans leur copie. Non seulement leur intelligence se retrouve inhibée, bloquée, entravée par leur incompréhension de la dissertation, mais dans certains cas, il arrive même que l'exercice répété de la dissertation finisse par leur tordre complètement le cerveau, comme une orthopédie mentale qui aurait mal tourné. Au lieu de les former intellectuellement, la dissertation les a complètement déformés. Ce qui est quand même le comble de l'absurdité. Et tout ça vient du fait que l'intention, le but de la dissertation est simplement mal compris. Le but de la dissertation n'est pas de vous forcer à réfléchir autrement que vous ne le faites dans la vie normale. Le but de la dissertation est de vous apprendre à réfléchir mieux que vous ne le faites dans la vie normale. Pour vous apprendre à courir comme un athlète, je dois d'abord supposer que vous savez marcher. De la même façon, pour vous apprendre à réfléchir correctement, vous devez déjà présupposer que vous êtes capable de réfléchir, que le fait même de réfléchir ne vous est pas une activité totalement étrangère. Pour penser bien, il faut d'abord commencer à penser. Alors, formulé ainsi, je sais que ça paraît tout à fait évident et même trivial. Mais dès que la dissertation commence, ce qui peut sembler évident et trivial ne l'est plus du tout. Vous voulez un exemple précis ? Le mieux n'est pas que je vous raconte, mais que je vous montre. Alors, je vous propose un petit test. Supposez que là, maintenant, vous vous retrouviez assis dans une salle de devoir. Vous avez rangé votre téléphone dans votre sac, vous avez mis votre sac au fond de la salle, et vous avez soigneusement rangé sur votre table tout l'équipement nécessaire pour la traversée des 4, 5 ou 6 heures de composition écrite. Une petite bouteille d'eau, quelques gâteaux récupérés en hâte à la cantine, des stylos, des copies, des feuilles de brouillon. Puis le professeur, on va dire moi dans ce cas de figure, écrit le sujet au tableau. Alors voilà le sujet. Peut-on juger sans être impartial ?
Vous visualisez bien la situation ? Dites-moi, quel est votre premier réflexe ? Est-ce que vous commencez par rassembler sur votre brouillon toutes les références et tous les éléments de cours que vous allez pouvoir utiliser pour traiter le sujet, un peu comme un écureuil qui compte ses noisettes en prévision de l'hiver ? Ou bien est-ce que vous commencez par dresser tout de suite un plan en 2 parties, une partie oui et une partie non, avec 3 paragraphes chacune, en réservant pour plus tard le choix de votre 3e partie, un peu comme un soldat qui range son équipement ? Ou encore, est-ce que vous commencez par analyser le sujet en définissant d'abord bien chacun des termes ? Peut-on, ça veut dire quoi ? Juger, ça veut dire quoi ? Être impartial, ça veut dire quoi ? Un peu comme moi lorsque j'essayais de faire mes versions en latin. Laquelle de ces 3 manières de faire est plutôt la vôtre ? N'hésitez pas à me répondre en commentaire, je suis assez curieux de connaître le résultat de ce petit sondage. Si certains d'entre vous s'y prennent autrement, surtout, n'hésitez pas aussi à l'écrire. Quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous ne réagissent pas dans cette situation comme ils devraient le faire normalement. Imaginons maintenant que nous changions d'ambiance. Tiens, imaginons que vous n'êtes plus dans votre salle de devoir. Imaginons que cette fois, vous marchez tranquillement dans la rue et qu'un ami que vous croisez s'approche de vous, en vous demandant à brûle-pourpoint, comme ça, dit « Tu penses qu'on peut juger sans être impartial ?» Là, j'imagine que votre premier réflexe ne sera ni de convoquer frénétiquement vos ressources, ni de commencer à ordonner votre plan, ni même d'ouvrir votre dictionnaire pour définir proprement chacun des mots de sa question. Je parie que votre premier réflexe dans cette situation sera beaucoup plus sensé et beaucoup plus intelligent. Avant même d'entreprendre de répondre à sa question, vous écarquilleriez de grands yeux et vous lui diriez « Attends, pourquoi tu me poses cette question ? C'est vrai quoi ? Elle sort d'où cette question ? Elle vient de nulle part, complètement hors contexte. » La première difficulté naturelle que rencontre votre intelligence lorsqu'elle est confrontée à une question n'est pas du tout d'élaborer une réponse, ni même de comprendre ce qu'on vous demande, mais c'est de saisir d'abord pourquoi on vous pose une telle question. Dans la vie réelle, vous ne songeriez sans doute même pas à répondre à une question dont vous ne comprenez pas pourquoi on vous la pose. Dans la vie réelle, si votre professeur était venu vous voir en vous demandant « Vous pensez qu'on peut juger sans être impartial ?» vous auriez probablement ou bien poliment changé de trottoir, ou bien demandé aussitôt des éclaircissements. Pourquoi me posez-vous cette question ? Mais dans la salle de devoir, ce réflexe aussi simple qu'élémentaire a complètement disparu. Dans la salle de devoir, un élève accepte mécaniquement de répondre à une question qu'on lui pose, sans même se demander pourquoi on la lui pose, sans même se croire légitime à interroger la pertinence de la question. Son intelligence se met en sommeil, pour ainsi dire, dès les toutes premières secondes du devoir. Face à un sujet quel qu'il soit, la réaction la plus saine devrait consister pour chacun à tenter d'imaginer une situation précise où cette question précise pourrait éventuellement se poser. Puisque le sujet est une question hors contexte, le tout premier réflexe naturel de votre intelligence devrait être de retrouver le contexte d'où cette question est issue. Ainsi, la question « Peut-on juger sans être impartial ?» à première vue, c'est une question qui peut paraître totalement absurde. Je pourrais très bien concevoir qu'on puisse se poser une question du genre « Peut-on juger sans être partial ?» Parce que là, oui, j'ai beaucoup moins de peine à imaginer une situation où cette question pourrait naturellement se poser. Par exemple, je vois bien qu'il m'est souvent très difficile de faire preuve d'impartialité lorsque je dois intervenir dans une dispute où mon propre enfant se retrouve mêlé. Pas facile, dans ce cas, d'être impartial. Mais est-ce que cette tendance inévitable à avoir des sympathies ou des antipathies personnelles, est-ce que cette tendance ne pèse pas aussi sur les décisions d'un juge dans un tribunal ou dans les évaluations d'un professeur ? Est-il seulement possible pour quiconque de rendre un jugement sans faire preuve de partialité ? Vous voyez, cette question-là, il est relativement facile d'imaginer comment on pourrait en venir à se la poser. En revanche, la question « Peut-on juger sans être impartial ?» elle est beaucoup plus compliquée à contextualiser. Essayez de le faire. Essayez d'imaginer une situation précise dans laquelle une telle question serait susceptible de jaillir. Et proposez-la en commentaire. Mais faites bien attention. En fonction de la situation que vous imaginez, c'est cette question-là, formulée de cette manière précise, et non pas sous une forme voisine, qui doit apparaître spontanément et naturellement. L'intelligence aime les devinettes, et bien ça tombe bien, parce que la dissertation, elle commence toujours par un petit jeu de devinettes. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode consacré à la méthodologie de la dissertation. Je l'ai conçu comme une longue masterclass à destination des élèves, des étudiants, et plus généralement à destination de toute personne désireuse de se former intellectuellement à la rude école de la dialectique. Vous trouverez les autres épisodes de ce cycle dans cette playlist. Si vous estimez qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à partager.
Sinon, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je m'appelle Damien Clerget-Gurnot. Si vous voulez découvrir d'autres ressources, vous en trouverez plein sur mon site coursdephilosophie.fr, particulièrement si vous êtes en prépa. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, qui sera consacré à la meilleure façon d'analyser un sujet.